Le podcast du front office, ça démarre maintenant. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du front office. Ça fait bien longtemps qu'on s'est pas retrouvés dans ce format-là, puisque les deux derniers étaient en live. Et comme vous allez pouvoir le constater, je ne suis pas seul, je suis accompagné par deux de mes camarades de chez Fantasy Ballers, Franz et Marc. Comment ça va les gars ? Salut, ça va très bien. Très Salut bien. Jay, salut Marc, ça va super. Pour une fois qu'on va pas parler que fantasy, tiens, on va essayer de parler de vrai football. la fantasy, c'est quand même pas mal représentatif dans certains cas. Hein. Ouais, d'accord. Je trouve. Même si voilà, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais ouais. Du coup, vous, actualité pendant les playoffs, ça ralentit tranquillement. Pour Fantasy Ballers, ça ralentit tranquillement. On peut enfin regarder du football sans avoir une crise cardiaque à chaque play et se dire attends, il est dans mon équipe, mais il est contre moi là. Donc ça c'était appréciable. Moi, j'ai beaucoup apprécié le week-end dernier pour ça. Ouais. Et sinon, ouais, actualité un petit peu au ralenti, mais on va transitionner tranquillement vers la dynastie. Là, les 6 prochains mois, on a un planning de dynastie. Merci, regarde, en plus je reçois le goûter. On a un planning dynastie, on va parler des ce qu'on attend de l'off-season, peut-être aujourd'hui déjà un petit peu nos prévisions sur les prochains coachs. Il y a 8 ou 9 coachs, head coach qui sont dispo, je crois. Enfin, il y a plein de positions qui vont modifier un petit peu la donne. Et puis des retraites comme Kelsey. Est-ce que Hurts va continuer à être aussi dominant s'il a plus le touche-push, et plein d'autres choses. Et puis ensuite les free agency en mars, les rookies en avril, et on commencera les rookies mock draft début mai, etc. Et puis ça repartira. Voilà, donc pour suivre tout ça, Fantasy Ballers F sur Twitter. C'est là où vous êtes le plus actif, hein. Absolument. On essaye de faire un petit peu d'Instagram, un peu de Facebook pour ceux qui sont sur Facebook, mais non, Twitter c'est quand même l'idéal pour échanger. Ouais. Bref, Facebook, ça c'est parce que chez Fantasy Ballers, la moyenne d'âge est un peu plus élevée qu'au front office. C'est pas nous. Moi, on fout jamais les pieds sur Facebook. C'est des gens qui jouent à la fantasy et qui nous disent mais vous mettez plus rien sur Facebook. Mais tu lis sur Facebook toi. Donc ouais, une fois de temps en temps, on essaye de mettre Facebook. C'est vrai que j'oublie, mais Twitter c'est quand même mieux. Donc ouais. Bon, t'en as un peu parlé, Marc, et Franz nous a gentiment suggéré le sujet ce matin, les positions de head coach. Je crois qu'il y en a 7 qui sont encore disponibles. Il y en avait 8 à la base, puis les Patriots, ça s'est fait rapidement. Hein. Globalement, il y a pas eu le temps d'avoir du suspense. Du coup, Franz, là, je vais te laisser un peu la parole. 7 équipes sont encore à la recherche d'un nouveau head coach. Les Riders, les Panthers, les Chargers, les Falcons, les Commanders, les Titans, les Seahawks. Ouais. Qu'est-ce que tu vois un peu? Et puis, pareil, Marc, tu pourras rebondir. En fait, je pense qu'il y a l'analyse qu'il faut faire par rapport au poste vacant de head coach doit forcément se comparer aux head coach qui sont disponibles. Ouais. Et qui pourraient arriver typiquement. Si on prend un Bill Belichick, par exemple, on peut faire un petit raisonnement à l'absurde et se dire qu'il y a des équipes où, en théorie, ils devraient pas aller. Typiquement, Washington, je vois pas, vu leur nouveau GM, où j'ai l'impression que on est sur redémarrer un vent nouveau et puis un peu jeunesse. J'ai du mal à voir Bill Belichick arriver là-bas. J'ai du mal à voir Bill Belichick aller à Seattle alors qu'on a viré Pete Carroll pour justement avoir de la jeunesse. Les Chargers, a priori, devraient pas être la destination plausible non plus. Les Raiders, il y a quand même une probabilité qu'ils renouvellent avec leur coach intérim. Et puis, alors après, il y a le fait que évidemment Tom Brady soit un peu actionnaire des Raiders, qui pourrait peut-être jouer là-dessus, mais j'ai du mal à le voir. Donc tout tend vers Atlanta pour Bill Belichick, mais uniquement pour un raisonnement à l'absurde. Et en fait, quand on regarde chacune des équipes, il y en a qui font plus rêver que d'autres aussi, hein. Et il y a je pense qu'il y a même un classement qu'on pourrait faire
des équipes qui sont plus intéressantes que d'autres. En tout cas, c'est sûr que il y en a qui ne font pas rêver du tout, et notamment celles que je supporte, les Carolina Panthers. Bah, écoute, ton équipe n'est pas la seule, puisque t'as même pas cité la mienne, les Titans, qui font rêver absolument personne. Toi, Marc, un peu, avec ta vision, est-ce que déjà tu penses qu'il va y avoir surtout un jeu de chaises musicales entre des head coachs qui étaient en poste cette année, ou est-ce qu'on va encore avoir une vague de coordinateurs offensifs ou défensifs qui vont avoir droit soit à leur première expérience, soit en retour sur un banc? Ouais, option B pour moi. À part quelques-uns, comme par exemple Vrabel qui était un Titan, mais dont tout le monde disait un peu du bien, et même beaucoup de gens étaient surpris de le voir partir. Peut-être Belichick, effectivement, s'il a envie de continuer, lui, il peut continuer, ça y aura pas de souci. Les autres, j'en ai pas trop en tête qui partent. Pete Carroll. Ouais, Pete Carroll, mais Pete Carroll, il reste à Seattle. Bah, en fait, rien n'est confirmé encore. Hein. Ouais. Ouais, je sais pas. Ron Rivera, est-ce que sa cote elle est encore assez élevée pour avoir J'y crois pas trop, moi, mais. Moi, j'y crois pas vraiment. Surtout, je vois mal des équipes, effectivement, qui ont viré un coach pour mauvaise performance, prendre un autre coach qui vient de se faire virer pour mauvaise performance. Alors que justement, il y a plein de coordinateurs, de jeunes coordinateurs en particulier. Tout le monde cherche un peu le prochain Sean McVay. Et là, il y a plein de coordinateurs. Celui de Houston qui fait un boulot de dingue, celui de Détroit qui fait un boulot de dingue, coordinateur défensif des Ravens qui fait un boulot de dingue, qui potentiellement vont passer les entretiens et avoir une place, et peut-être même des entraîneurs d'université qui veulent faire le saut vers la NFL ou revenir en NFL, qui ont leur chance aussi. Donc, je pense que ça va être plus ça. Il va y avoir des nouvelles têtes. Ouais. Assez d'accord. Et en plus, on peut facilement voir l'impact que ça a sur les franchises quand ils perdent leur coordinateur. Le meilleur exemple, c'est les Eagles qui ont perdu à la dernière intersaison leurs 2 coordinateurs, partis respectivement à Arizona et à Indianapolis. Les 2 ont fait une superbe saison en tant que coach, et on a tout de suite vu que chez les Eagles c'était compliqué. Donc oui, carrément. Et puis je pense que c'est le sens de l'histoire, en fait, à chaque fois. Alors à tort ou à raison, hein. Mais c'est vrai que par rapport à la NBA, où il y a souvent quand même des coachs qui passent d'une franchise à une autre un peu plus régulièrement, on voit mal des assistants vraiment faire un gros boom parce qu'il n'y a pas cet aspect offense-defense et tout. En NFL, il y a beaucoup plus de montées en grade, d'assistants même qui montent, et ainsi de suite. Et donc c'est le sens un peu de l'histoire. Après, c'est quand même une off-season. Alors, pardon, c'est même pas une off-season, on est en play-off, mais c'est quand même une valse d'entraîneurs renommés, confirmés, qui est assez rare pour le coup, et avec des noms qui peuvent faire rêver certains owners ou general manager, pour apporter l'expérience, le côté un peu rugueux de l'ancienne école. Par exemple, on était là en train de dire à Atlanta, Belichick, machin et tout. C'est marrant parce que moi, j'aurais vu un Pete Carroll aller typiquement à Atlanta. Je trouve que ça fitait un peu ce qu'il a fait à l'époque. Alors évidemment, il faut un quarterback, mais j'aurais trouvé ça hyper intéressant au vu de ce qu'a fait Pete Carroll avec les Russell Wilson, les Marshawn Lynch, avec les défenses, quand même les Legion of Boom et tout. J'aurais trouvé ça hyper intéressant de voir un Pete Carroll à Atlanta, mais je trouve que cette année, on va avoir un peu plus de surprises. Et oui, il y aura toujours des coordinateurs qui vont passer de coach, c'est évident. Mais il va y avoir encore quand même des coachs confirmés. Ron Rivera, peut-être, lui, c'est l'effet inverse. Il va peut-être repasser coordinateur défensif pour le coup. Bah écoutez, messieurs, pour finir sur ce sujet, je vais vous poser 2 questions qui peut-être vont se rejoindre, des questions prono. Où entraînera Bill Belichick la saison prochaine? C'est la première, et la deuxième, parce que c'est une équipe qui a quand même créé pas mal de fantasmes quand on voyait le matériel. Qui sera le coach des Falcons la saison prochaine? Peut-être que les 2 questions se rejoignent chez certains. Je ne sais pas. Allez, Marc, dis-moi. Est-ce que tu vois Belichick chez les Falcons ou... Ouais, alors,
ça serait pas mon option préférée pour la fantasy. Quelle serait ton option préférée? Pas que pour la fantasy d'ailleurs, mais qu'est-ce que t'aimerais voir comme coach? Moi, ça c'est que pour la fantasy, parce que sinon les Falcons, Okay. je m'en fous complètement. Pour eux, non. Alors si, pour répondre à ta question, pour eux, je pense que Belichick avec son expérience et son aura et sa réussite, etc. S'ils arrivent à avoir Belichick, cool, tant mieux. Si c'est un projet qui lui tient à cœur. Moi, j'ai toujours un peu peur avec des mecs qui ont passé 20 ans quelque part, même un peu plus. Ils vont ailleurs, ils font 2-3 ans et puis en fait ça marche pas et puis ça les saoule et à moins qu'il ait envie de passer dans le front office, je sais pas, enfin je connais pas du tout l'histoire. Mais pour eux, ouais, s'ils peuvent avoir Belichick et qu'ils pensent que c'est le bon projet et tout ça, très bien. Pour la fantasy, pas trop fan parce que j'aimais jamais trop les équipes des Pats niveau fantasy, donc j'aurais plutôt voulu peut-être le coordinateur offensif des Texans ou quelqu'un comme ça, mais je pense, si on en croit les derniers bookmakers, la réponse aux deux questions, c'est Belichick et c'est Atlanta et Belichick à ta deuxième question. Ok, et toi, Franz? En fait, j'aurais vu, avec mon raisonnement absurde que j'ai fait au tout début, pour moi, la logique va vers Belichick aux Falcons. Il y a un honneur qui est plutôt permissif, on va dire, qui laisse quand même pas mal. Alors, je suis pas un grand spécialiste des Falcons, même si on est dans la même division, mais j'ai l'impression qu'il est quand même très, contrairement à celui des Panthers, très à laisser les gens à leur place. Les seuls trucs qui moi on va dire me fait pencher la balance vers un nom, enfin si je veux faire l'avocat du diable, c'est le general manager qui est jeune, Terry Fontenot, côté Falcons, qui est arrivé il y a 2-3 années. Et tu sais que si tu prends un Bill Belichick, tu le prends pas pour uniquement coacher et écrire des X et des ronds et donner un cahier de jeu, quoi. Tu le prends pour créer pour vraiment penser stratégie globale. Et là, il y a quand même eu des décisions fortes qui ont été prises. Donc, je sais pas s'ils se retrouvent sur ce et des décisions qui sont pas spécialement justement celles auxquelles on a été habitué aux Patriots. Elles sont pas très bellichikiennes. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que moi, c'est aussi le bémol que j'ai, parce que moi, je m'attendais pas à ce que ça soit le favori et qu'on en parle comme ça, qu'il ait de plusieurs entretiens, parce que c'est pas, je pensais pas que ça serait son style de projet. Je pense que c'est quelqu'un qui a envie de s'entourer du staff en qui il a confiance, de faire venir des gens en qui il a confiance, de pas avoir un GM ou qui lui dit non, nous on fait ça et pas autrement. Et puis mais l'un n'empêche pas l'autre, parce que pour le coup il peut s'entourer de ce qu'il veut. Je l'aurais plus vu à Dallas par exemple, ça sera pas le cas, mais je l'aurais plus vu à Dallas, j'aurais été moins surpris personnellement que tout d'un coup on dise tiens, Belichick est dispo, ça fait 3 ans qu'on galère avec la réunion Belichick Jerry Jones. non, ça je sais pas, mais tu vois, de dire putain, on a une équipe pour gagner et on gagne pas, on se fait ridiculiser à chaque fois. Ça fait 15 ans, dont les 3 dernières années où on est super fort et on va même pas en championship game. Faisons venir un mec qui a prouvé qu'il peut gagner. Et s'il peut pas gagner avec cette équipe, c'est que vraiment, il faut qu'on explose tout et qu'on change tout, quoi. Non, bien sûr. Mais ça, j'aurais bien voulu le croire. Mais Atlanta, je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, je vois pas du tout le fit. Mais il y a un win now, quand même, parce qu'il est plus tout jeune, Belichick, donc construire de zéro. Alors, donc, en gros, les équipes qui sont déjà accomplies, c'est les Falcons et Dallas. Bon, Dallas, ils ont décidé de continuer avec Mike McCarthy, apparemment. Bon, ok, fine. Mais à Atlanta, il peut s'entourer de qui il veut et avoir une équipe qui est presque win now. Ouais. Sauf qu'il n'a pas de QB. Voilà, il faudrait qu'ils aient un QB. Alors, est-ce qu'ils font venir un vétéran? Pareil, est-ce qu'il va pas vouloir développer un Calais Williams ou même j'ai vu des trades pour Justin Fields, j'ai vu Russell Wilson qui est dispo. Russell Wilson, j'ai vu. Ouais, Russell Wilson éventuellement. Ouais. En plus, comme ça, Denver limiterait un peu la casse. Je vais faire un petit prono à contre-courant de vous, mais juste histoire de proposer une autre option et de faire réfléchir les gens. Pour les Falcons, moi j'aimerais bien Mac Vrabel parce que je trouve que ce qu'il a fait à Tennessee pourrait se transposer parfaitement à Atlanta. Franchement, la dernière fois qu'ils ont pris un coach de Tennessee, ça a pas bien marché. Oui, ça a pas marché. Ouais. Du coup, c'est ça qui pourrait les bloquer un peu. Et du coup, Belichick, moi je le verrais bien chez les Chargers. Je trouve que c'est là où il aurait entre guillemets
le plus à gagner, et où si ça fonctionnerait pas, on serait pas là à dire ouais, Belichick en fait il a gagné grâce à Brady. En fait, c'est un effectif que je trouve talentueux, qui a des grosses lacunes mentales, qui a encore quand même quelques trous dans l'effectif, mais t'as quand même des joueurs vachement intéressants. T'as un quarterback qui est en Justin Herbert qui est quand même pas mal. Et je pense que s'il arrive ne serait-ce qu'à faire genre une finale de conférence avec les Chargers, on se dira ouais ok ouais c'est un top coach. Bon, il a pas gagné mais il a fait mieux que tous les mecs des 5 dernières années. Donc moi les premiers noms que j'avais vus pour Belichick ouais c'était Falcons et Chargers, dans le sens où il veut des projets comme vous disiez tout à l'heure. Il veut pas construire, pas se faire chier à développer des mecs. Enfin très clairement, il va pas prendre je le vois pas sur un projet avec un QB rookie et à attendre 2-3 ans que le mec soit mature si le gars c'est pas CJ Stroud. Merci, bonsoir. Exactement, ouais. Ouais, on aura le temps de reparler un peu tous des Panthers pendant la off-season. Il y a pas besoin. Aux Chargers, ils parlent de l'entraîneur de Michigan. Voilà. Alors, c'était plus top pour ça que je disais au début que ça sentait pas bon pour Belichick et Chargers. C'est parce que Jim Harbaugh semble être le favori. Mais alors après, les rumeurs maintenant, c'est un peu, c'est à prendre avec des pincettes. Ouais, disons que le mec, tu le vois manger dans un resto de la ville, t'as des rumeurs directes. Ouais. Oh, machin a eu un entretien avec truc. C'est Los Angeles, en plus. Peut-être qu'il les a follow sur Instagram, ça c'est... Ouais, exactement. le fameux follow-unfollow qui veut tout dire de la relation. mais il y a une des raisons pour lesquelles on a aussi pas beaucoup de news, et je pense que ça rejoint ce que disait Marc tout à l'heure avec les coordinateurs qui continueront à avoir le vent en poupe. Il y a aussi quand même la réussite de certains coordinateurs qui sont passés de coach cette année. Je pense notamment à DeMeco Ryans, typiquement, ou à Jonathan Gannon, t'en as parlé pour les Cardinals, qui sont plutôt bien sortis avec des briques et des brocs. Et donc du coup, je pense que d'abord là, ils sont en train de regarder si c'est pas possible d'avoir la future pépite avant d'aller voir quelqu'un de confirmé, c'est sûr. Ouais. Est-ce que tu dis pourrait concerner des coordinateurs qui sont encore en course? Et c'est parfait, j'en profite pour faire ma transition, puisque nous allons, messieurs, passer aux matchs qui vont avoir lieu ce week-end, Divisional Round. Et justement, les Ravens, premier match dans l'ordre chronologique, reçoivent les Texans avec des coordinateurs qui sont vraiment demandés, puisqu'ils font une saison absolument merveilleuse. Histoire d'introduire un petit peu le match, ils se sont affrontés une fois cette année, c'était en semaine 1, donc il y a très très longtemps. Les Ravens avaient gagné 25-9. Donc voilà, un match où CJ Stroud était resté totalement muet, ce qui c'était le premier match de sa carrière. Exactement. Et c'était pas c'était un démarrage tranquille, mais derrière il s'est bien rattrapé. À peine. Ouais, à peine, ouais, exactement. Je vais vous donner quelques chiffres un peu comme ça que je suis allé chercher, ou plutôt des tendances. Et les Ravens sont l'équipe avec le plus de sacs en saison régulière contre cette O-line des Texans qui a été vraiment parfaite au premier tour. Marc, est-ce que toi tu penses que la O-line des Texans tient une grosse partie du match face à cette défense des Ravens, ou est-ce que tu te dis ok, CJ Stroud, même avec une O-line qui laisserait passer un peu les gars, s'il met le ballon au bon endroit, ça va le faire? Ouais, pour moi c'est au-delà de la question de la O-line, c'est la défense de Baltimore dans son ensemble qui a été excellente toute la saison. Ça a été la défense qui empêche le plus de plays de plus de 10 yards et qui cause le plus de plays négatifs ou de 0 yards. Ils sont top 2 dans les deux catégories. Et donc tout ce qui est un peu entre les deux, ils sont contents. Donc ils font beaucoup de couvertures, mais avec des blitz et qui sont lancés là-dedans et des couvertures un peu mélangées quoi, qui sont difficiles à lire. Donc comme tu l'as dit, CJ Stroud week 1, il a rien fait. C'était un de ses plus mauvais matchs. C'est aussi week 1, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis. Pour moi, la clé, sachant qu'en plus il va faire froid, qu'il y a du vent, que c'est vraiment un match hivernal, la clé va venir du running game des Texans. S'ils veulent arriver à quelque chose offensivement, il faut qu'ils arrivent à établir très très rapidement le running game. Et ça, c'est quelque chose qui a changé par rapport à week 1 parce que Singletary sur les 8 derniers matchs a été excellent.
Donc il est capable, l'O-line est capable de le faire bien courir. Et s'ils arrivent à établir ce jeu running, ça va ouvrir un petit peu la passe. S'ils y arrivent pas, ils sont morts parce que ils pourront rien faire. S'ils tombent derrière au score, s'il faut faire des passes, s'il faut machin, ils sont foutus. Je te voyais hocher la tête, Franz. T'as l'air bien d'accord avec cette option au sol pour les Texans. Et oui, parce que Baltimore, c'est une bonne défense, c'est certain, mais si on peut trouver une faiblesse à la défense de Baltimore, c'est la défense contre la course. Et Houston n'est pas la meilleure équipe de coureurs non plus. Donc du coup, c'est clairement le facteur X. Il faut que Houston puisse courir, établir ce jeu de course, permettre à CJ Stroud d'être un peu plus détendu, en sachant qu'on peut équilibrer le cahier de jeu et utiliser cette petite faiblesse qu'il y a à Baltimore, qui est la défense contre la course. Donc je ne peux être que d'accord. Et de l'autre côté défense de Houston, ça va être quid du rushing game, justement. Donc on reste encore sur la course, mais quid du rushing game de Baltimore, parce que Baltimore, c'est la meilleure équipe à la course, mais notamment parce qu'ils ont plein de coureurs et notamment leur quarterback. Donc, quelles sont les solutions d'espion qu'on va pouvoir mettre sur Lamar Jackson? À quel point le rush de la D-line de Houston va pouvoir perturber assez, que ce soit dans le pass rush, mais aussi pour pouvoir suivre Lamar Jackson quand il va scrambler. Tout ça, ça va être extrêmement intéressant à regarder. Et j'ai un tout petit peu peur que 4 quarts-temps, ce soit un peu long. À ce niveau-là, et que à un moment donné, Lamar Jackson, il va trouver la solution avec ses jambes, et dès qu'il y aura une faiblesse de la D-line de Houston, il va pouvoir l'exploiter. C'est intéressant que tu parles de ça et de ces 4 cartons. Moi, j'aime bien être transparent avec les auditeurs. Je me suis fait un petit conducteur. J'avais de base prévu il y a longtemps de faire l'épisode seul. Ils n'ont pas le conducteur que j'ai sous les yeux. Et je me suis noté, mais comment les Ravens vont attaquer le match après une semaine de bye week? Comme tu l'as dit, Marc, ils vont être dans le froid. Est-ce qu'on pourrait voir un scénario où les Texans prennent les devants, par exemple ça attaque en 10-0, et où les Ravens sont du coup un peu obligés de se priver de ce jeu de course parce que sentiment d'urgence? Ouais, pour moi, faudrait qu'il soit vraiment mené de 2 scores, quoi. De 2 scores rapidement, un peu comme Dallas la semaine dernière, qui tout d'un coup s'est retrouvé à 0-14 en 2 secondes et on se disait, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toujours possible, hein. C'est improbable, selon moi. Et, et comme disait Franz, entre l'offense à la course par les running backs, il y a Dalvin Cook qui a signé aussi, on sait pas ce qu'il lui reste, mais il a l'expérience. Sur un match, il peut peut-être faire une différence. C'est pas comme si on lui demandait de faire toute la saison. Il n'a pas joué depuis un certain temps, donc il doit être relativement frais. C'est un facteur X aussi. Mark Andrews qui pourrait peut-être jouer, mais même s'il joue et qu'il est zut, c'est quoi le mot que je cherche? Tu sais, quand snap count. Ouais, qu'il est utilisé comme decoy, quoi. Il est là sur le terrain, on va pas forcément l'utiliser, on va pas lui faire 10 passes, mais tu vois, il est là et donc il faut que la défense adverse il fasse attention. Comme un leurre. Zay Flowers qui est en forme, Beckham qui a l'expérience des grands rendez-vous aussi. Enfin, ils sont quand même une belle offense. Donc même s'ils tombent derrière, c'est pas comme s'ils vont avoir des gros problèmes pour scorer. Même si la défense de Houston, elle aussi, s'est beaucoup améliorée pendant la saison. Pour moi, ça va être difficile pour Houston. C'est déjà bien qu'ils aient gagné un match. Ils ont pas grand-chose à perdre. C'est peut-être leur meilleure force. Ils sont jeunes, ils ont rien à perdre. Personne leur en voudra s'ils prennent 35-10. Tu vois. Donc il faut qu'ils jouent à fond là-dedans et qu'ils se disent allez, on y va, quoi. On tente notre chance. Ok, je vois. Je vais vous demander de nous donner un peu un joueur clé de chaque côté que vous allez avoir envie de suivre particulièrement, que ça soit en attaque ou en défense. Je trouve ça assez intéressant là comme ça d'avoir à la volée des joueurs ou des duels que vous voulez surveiller. Si vous voulez, je commence. Ça vous laisse le temps d'un peu réfléchir. T'as parlé de Marc tout à l'heure de la défense de Baltimore qui était très dure à lire, et je trouve que Kyle Hamilton est hyper intéressant là-dedans, dans sa capacité à venir aider dans le front seven ou à couvrir derrière.
et en plus à réaliser des big plays. Moi cette année, les jeunes safety m'ont pas mal impressionné. On aura le temps de reparler d'un autre du côté Buccaneers, mais je trouve que c'est une position qui, quand elle est bien utilisée, gagne de plus en plus en force. Et du coup, en face de ça, j'ai bien envie de voir comment les Texans vont utiliser Dalton Schultz. Pareil, vous avez parlé du fait que les Ravens concédaient des jeux intermédiaires, et c'est un des rares joueurs d'expérience de cette équipe qui lui est en plus parfait dans ce registre-là. Donc hyper curieux de voir comment ça va se passer chez ces deux joueurs. Eh bien, c'est pas mal. Moi, j'ai hâte de voir Blake Cashman. Alors Blake Cashman, linebacker. Alors, on va me dire, France, toujours les linebackers. Non, mais c'est vrai parce que je parlais d'espion tout à l'heure, mais je suis linebacker. J'ai quand même beaucoup de boulot dans ce match. Ouais. J'ai beaucoup de boulot parce qu'on a parlé de la course. J'ai beaucoup de boulot parce que, en plus, si Marc Andrews revient, il y a la possibilité d'avoir deux tight end sets et avec des courses au milieu de terrain qui peuvent être dévastatrices des tight ends. Que clairement, ils ont des receveurs qui courent tous les tracés avec des croisements dans tous les sens. Quand on est linebacker et si on est espion sur Lamar Jackson, on en a beaucoup du boulot quand même là au milieu de terrain. Il a fait un match énorme la semaine dernière. Il a été superbe. Est-ce qu'il peut être à ce niveau-là? C'est pas non plus Luke Kuechly ou Bobby Wagner, donc à voir s'il continue à être à ce niveau face à une équipe qui est clairement au-dessus. Ok, très très intéressant. Un petit joueur, Marc? Ouais, moi j'ai envie de voir Zay Flowers, comment il fait son premier match de playoff. Il a fait plein de plays explosifs. S'ils arrivent à lui donner le ballon avec un peu d'espace, je pense que il va se révéler aux yeux du grand public. Et puis côté Texan, moi j'aime bien un peu tout le monde. Cette équipe des Texans, elle me fait kiffer, mais je veux voir si Singletary réussit à les mettre dans la conversation dans le match, quoi. Je pense que c'est vraiment lui la clé. Ouais, c'est intéressant que tu parles de Flowers quand on voit sur le tour d'avant les perfs de Nakua et j'ai perdu son nom chez les Chiefs. Rice. De Rice. Les receveurs rookies cette année, encore une fois, c'est du sérieux. Ça fait quelques années là où à chaque fois qu'on a des vagues de receveurs, quand les mecs on les attend, ils répondent présent, quoi. Ah, c'est fort, ouais. Et quand tu regardes, on va parler de Green Bay tout à l'heure, quand on voit qu'ils ont des rookies, des sophomores, ça veut tout dire. Bien, écoute. Excuse-moi, j'ai juste un dernier truc à rajouter. Moi, ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est le coin toss. Parce que si c'est Houston qui démarre, on a vu que Houston, quand il démarre, les premiers snaps, c'est agression. Ouais. Et ça, tout à l'heure, tu disais, tiens, mais est-ce que du coup, si Houston démarre à 10-0 ou à 2 possessions, typiquement, les premières actions vont être extrêmement intéressantes à voir s'ils continuent leur agressivité. Ok. Je ne vous demande pas de pronos maintenant. On fera les pronos des 4 matchs à la fin. D'accord. Tu as parlé des Packers, France, ça tombe bien, c'est le deuxième match. Ils se déplacent sur le terrain des Niners. Packers qui ont réalisé, on peut le dire, un exploit au premier tour des playoffs en battant les Cowboys et en les battant dans les grandes largeurs. L'impression laissée sur le terrain est bien plus grosse que celle qu'on a vue au tableau d'affichage, qui était déjà pas très flatteur pour les Cowboys. Les Niners et les Packers ne se sont pas joués du coup cette saison. J'ai un peu peur de dérouler ce que j'ai à dire sur ce match parce qu'au premier tour, j'avais dit que les Cowboys, ce serait une formalité pour eux d'affronter les Packers. Et là, encore une fois, je commence l'analyse un peu de mon match et puis je vois que les Niners, ils sont top 10 dans quasiment toutes les catégories statistiques, sauf au passing yard, où ils sont que 14e entre guillemets, ce qui les met quand même dans la meilleure moitié. Et en face de ça, on le sait tous, on l'a vu toute la saison, les Packers ont quand même un peu de mal contre le run, et il y a CMC et une O-line performante en face. Du coup, je vous pose la question, là, je vous laisse un peu champ libre. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour les Packers dans ce match? Vas-y, Marc.
La patate chaude, hop. Pour moi, il y en a encore moins que pour les Texans, je dirais. Mais cela dit, si espoir il y a, c'est que leur offense est vraiment hyper efficace, capable de marquer des points et que du coup, là, ça peut être un scénario un peu comme les Cowboys, même si je vois pas San Francisco plier et paniquer de cette manière-là. Mais on peut avoir un scénario de nouveau, les Packers avec une super offense, 2-3 plays prennent de l'avance et changer un peu la physionomie du match. Mais globalement, malgré cette offense extrêmement efficace, et notamment à la course avec Aaron Jones, et encore une fois, ça revient un peu pareil que Baltimore. Les bonnes défenses, c'est des bonnes défenses contre la passe. Parce qu'on est en 2024 maintenant, et si tu veux avoir une bonne défense, il faut arriver à ralentir la passe. Du coup, parfois, c'est un peu le run qui... Donc c'est un peu pareil. Aaron Jones, il a fait un match de ouf contre Dallas, contre la défense des Niners. Si quelqu'un fait un match de ouf, ça sera encore Aaron Jones, à mon avis. Ok. Mais cela dit, contrairement à Baltimore, qui est vraiment une excellente défense et une attaque performante, mais pas top 3, San Francisco, leur offense, elle fait tellement mal. Et la défense de Green Bay, à mon avis, va avoir du mal à les garder. Je crois que j'ai vu une stat, je finis juste là-dessus, j'ai vu une stat où si tout le monde est healthy, comme c'est le cas en ce moment chez les Niners, leur score, attends, je crois que j'ai encore le tweet sous les yeux quelque part. Le nombre de points marqués par l'offense, par les Niners avec tout le monde en forme, 30, 30, 30, 35, 42, 34, 27, 31, 42, 28, 45, 19 contre les Ravens et 27. Donc en gros, il n'y a aucun match où ils ont marqué moins de 27 points. 2 matchs où ils en ont marqué 27, la plupart c'est entre 30 et 45. Je vois pas les Packers, à moins de, encore une fois, prendre l'avantage très tôt dans le match avec une interception chelou, un truc qui arrive à Brock Purdy, enfin quelque chose, tu vois. Sinon, je vois pas. Je vois pas le scénario où ils perdent. Pareil, France, tu vois pas d'issue possible. Il y en a qu'une. Il n'y en a qu'une autre possibilité. Clairement, les Niners sont favoris. Les Packers ne peuvent gagner que si offensivement ils peuvent suivre. C'est-à-dire que pour le coup, là, on peut pas dire ah bah tiens, on va checker la défense contre tel type de jeu ou non. Si tu veux gagner contre les Niners, faut que tu mettes 40 pions. Exactement. Il y a pas de choix. Et donc, il faut que un Jordan Love soit on fire et qu'en réalité, il se rende coup pour coup. Ce qui peut donner un match absolument dingue. Et quand tu vois la défense des Niners, où justement tu disais, Jay, justement, que leur défense contre la passe, c'est pas là où ils sont les meilleurs, même s'ils restent bons quand même. Eh ben, c'est l'exploitation de ça qui m'intéresse de voir. Est-ce que la ligne offensive des Packers, qui n'est pas la meilleure de la ligue, va continuer à permettre à Jordan Love de pouvoir faire ses passes sur le pied arrière complètement dingo techniquement, mais finalement hyper précises? Est-ce qu'ils vont avoir cette agressivité dans le play calling pour aller chercher loin les receveurs, et donc du coup accumuler les yards, ne pas faire trop de jeux sur un drive pour permettre à Aaron Jones de pouvoir exploiter certaines failles de peur qui les passes longues? Eh ben, il y a que ça qui peut marcher. Et à terme, bah, tu peux avoir un 45-38, hein, mais pour moi, la seule solution pour les Packers, c'est d'être agressif offensivement et de pas de se dire ah mince, on a déjà pris 3 TD, c'est foutu. Ouais. Ouais, t'as raison. Et pour moi, c'est presque l'inverse du match d'avant où Baltimore-Houston, c'est plutôt, il faut que Houston arrive à garder le score assez proche parce qu'on sait jamais, tu vois. Et beaucoup de rush des deux côtés. Et là, San Francisco, au contraire, faut que ça soit ouvert et que Green Bay marque des points. Ok, je donne quand même une petite stat défensive pour les fans des Packers qui voudraient se rassurer. Les Packers sont 6e en pression sur le quarterback, et on sait qu'en face, ce n'est entre guillemets que Brock Purdy, qui n'a pas encore une expérience folle des plus gros matchs. Du coup, je transite tranquillement avec mon petit joueur clé. Je vais parler de Rashan Gary. Forcément, réussir à aller mettre la pression sur Purdy, c'est un des joueurs d'expérience, un des cadres de cet effectif. Les Packers, c'est une équipe jeune. Il va falloir que, et vous en parliez très bien, il va falloir qu'en fait tout le monde joue à un niveau où il n'y a pas de faille pour se laisser une chance de rêver, quoi.
Oui, il faut qu'il n'y ait pas de faille, mais le seul endroit où il peut y en avoir une à la rigueur, ouais, c'est je sais pas, non, j'allais dire ça, encore une fois, c'est défensivement, mais pour ça, il faut que ton attaque réponde. Ouais, et puis même, tu dis la pression, et puis c'est que Brock Purdy en face, même si je suis pas son plus grand fan, il a fait une saison assez ouf, justement parce qu'il a pas besoin de garder la balle très longtemps. Ils ont une bonne O-line qui le protège un petit peu, mais même s'il est pas protégé, ils peuvent faire des passes, ils peuvent mettre en place des schémas où ils font des passes rapides à Debo, à McCaffrey. Tu vois, t'es pas obligé à chaque fois de faire des passes de 20 mètres pour Ayuk si t'as pas le temps. Donc ils font ça 2-3 fois, et puis les gars ils vont être obligés de couvrir derrière, tu vois, de couvrir ces receveurs qui vont foutre le bordel. Donc et puis il suffit de 2-3 actions sur Ayuk, enfin bref, moi j'ai beaucoup de mal à voir un scénario où cette équipe de San Francisco, qui en plus est fraîche, elle a pas joué week 18, elle a pas joué la semaine dernière, tu vois, ils sont... Est-ce que t'as Pardon, parfois, vas-y, Jay, alors, ta question, Jay, je pense à mon avis, c'est ça. Est-ce que c'est pas un du coup, je te laisse la main, tu l'as anticipé. Ils sont sortis de rythme. Bah ouais, c'est clair, là, ils viennent de passer 2 semaines sans jouer, du coup, toi, ça pourrait t'inquiéter, France. Alors, si c'était quelqu'un d'autre que San Francisco, ouais. Oui. Le problème, c'est que San Francisco tient par qui? Ils tiennent par Trent Williams, ok, Christian McCaffrey. Crois-moi que les deux, ils sont contents d'avoir du repos, hein, parce que ils ramassent tellement de terre quand ils poussent que c'est bon là, avoir un peu de repos. Ils vont arriver frais comme des gardons, et je pense qu'un CMC là, mais ça va être alors, si Trent Williams et CMC, il leur arrive rien en premier quart-temps, je pense que là, ça va être très compliqué pour les Packers. Et c'est pour ça que le joueur, on va dire le joueur clé, c'est pas un joueur pour moi, parce que j'aurais pu dire Jordan Love pour aller avec mon argumentaire. Mais c'est cheaté de parler des quarterbacks. De toute façon, c'est forcément des Factor X, donc c'est pas le droit. Non, mais en plus, c'est même pas un Factor X. Là, c'est vraiment un truc. Je vais faire un focus. Ça va être la ligne offensive des Packers, quoi. C'est clair que c'est là que ça va se jouer, parce que ton quarterback, tu as vu qu'il était capable. T'as vu qu'il était capable de lancer là où il fallait lancer. T'as vu qu'il était capable de suivre les schémas de jeu que t'avais donné. Encore faut-il le mettre dans les bonnes dispositions. Sauf que la D-line des Niners, c'est pas le plombier du coin, hein, et les mecs, ils vont y aller comme des brutes, et ça va être très compliqué à ce niveau-là. Pareil, Marc, t'as pas un petit joueur sorti du chapeau qui pourrait agir en héros pour les Packers? Pour les Packers, à part Aaron Jones, j'ai personne ils peuvent tous sortir comme héros, mais j'aime énormément leur groupe de receveurs, que ce soit les receveurs, les Titans, tous. Et donc ça me fait toujours plaisir de les voir jouer, parce que eux, ils vont être là pour plusieurs années à venir, et c'est intéressant. Après, je sais pas, Christian Watson, s'il faut un Factor X, un mec qui va faire une action de ouf et débloquer une rencontre, c'est plutôt le style de Christian Watson, mais bon, je suis pas sûr qu'il va faire grand chose dans le match. Ouais, c'est d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite aparté, pas directement liée au match. Tu penses que Watson est le receveur le plus talentueux de ce groupe? Non, ça dépend ce que tu veux dire par talent. C'est le joueur le plus athlétique du groupe, pour moi. Est-ce que c'est celui qui a le plus la tête d'un receveur 1, d'un receveur dominant, d'un go-to guy où t'as envie que ce soit ta lecture numéro 1 à la Davante Adams, Dylan, nanan, ou est-ce que tu penses qu'autour, un Reed, par exemple, a plus ce profil-là? Moi, je pense que Watson, c'est vraiment celui qui est athlétiquement au-dessus du reste, et qui donc, du coup, par son physique, peut faire des différences de ouf. Mais je pense pas que ce soit le meilleur receveur du lot, et c'est pas un WR1 que t'as envie de targeter 10 ou 12 fois dans le match. Okay. En fait, ça dépend aussi de tes situations de jeu. Quand t'es en red zone versus quand t'es dans ta moitié de terrain. Oui, mais tu vois, t'as des receveurs et des équipes où peu importe la situation, tu te poses entre guillemets pas trop la question, tu sais que t'as envie d'aller chercher ce gars et... Ouais, non, moi je trouve que le juste milieu parfait, c'est Romeo Doubs, hein. Romeo Doubs, tu peux le jouer dans toutes les situations du terrain. Toutes.
que ce soit de la vitesse pure en verticale, que ce soit aller chercher en contest. Et d'ailleurs, il l'a montré, hein, il est bon là sur cette fin de saison. Hein. Ouais. En tout cas, groupe très très intéressant. On est déjà à la moitié du chemin en termes de match. 3e rencontre et peut-être la plus serrée sur le papier. Vous allez me dire ça. Les Lions qui reçoivent les Buccaneers. Ils se sont joués cette saison. Détroit avait gagné 20-6 en semaine 6 dans un match où Baker Mayfield et White au sol avaient été complètement nuls. Ce qui n'est pas le cas en ce moment. Du coup, est-ce qu'un match en week 6 où 2 de tes joueurs clés de ton attaque avaient été mauvais et très représentatifs? Je ne sais pas. Les Lions sont mauvais contre la passe, 27e en passing yard concédé. Face à ce Baker Mayfield, ça va être intéressant à voir. Et à l'inverse, leur attaque est géniale à peu près partout, en 5e au sol, 2e à la passe. Franz, comment tu vois un peu cette opposition? Moi, j'avoue que après le match des Lions contre les Rams, où j'étais déjà pas sûr, je ne suis encore pas sûr de ce que ça peut donner. Et bien bizarrement, je pense que ça va être une formalité pour les Lions. Ok. Alors, les Buccaneers sont dans le scie en permanence. On l'a vu lors de la saison régulière, pardon. Il y a eu des moments où ils pouvaient avoir justement des éclairs de génie face à des gros, et des moments être très très mauvais face aux petits. Et les Lions, c'est ni un gros ni un petit. Les Lions, il y a un équilibre, je trouve, qui est assez intéressant. Et surtout, tu l'as dit, c'est une attaque qui est forte partout. Et à partir du moment où Baker va avoir la lumière sur lui, parce qu'il va falloir rattraper des points potentiellement, et ben moi j'y crois pas trop. Et ce qui fait que j'y crois pas trop, c'est que tu vas me dire, mais parce que c'est Baker, et que ouais, j'ai jamais cru en Baker peut-être, mais je pense que c'est surtout un match que les Lions vont prendre très rapidement en main. Et il y aura du garbage time, donc ça va se resserrer sur la fin. Mais je vois bien ce qu'ils ont fait là dernièrement, des coups où ça démarre à 21-0 extrêmement rapidement parce que ça va vite, parce qu'il y a une alternance avec deux running backs qui savent faire des choses différentes, parce que on envoie sur des playmakers à la passe qui sont super forts. On a un Sam Laporta qui vient faire peur au milieu de terrain, alors que tu as un Amon-Ra St. Brown sur les extérieurs que tu dois surveiller quand même. Et le côté un peu polyvalent de l'attaque des Lions est trop difficile à surmonter pour moi, pour la défense des Buccaneers, ce qui fait qu'ils vont prendre l'eau trop tôt et ce sera trop dur pour Baker de rattraper. Ok. Et du coup, Marc, toi, tu m'as dit, encore une fois, moi j'aime bien révéler les offs, t'étais là quasiment pour parler que de Jamison Williams. Non, mais ça c'était une vague. Du coup, ce match champ libre pour toi. Moi, j'adore les Lions parce que les Lions, c'est depuis 2 ans l'équipe qui me fait kiffer en fantasy. Ils ont une offense explosive, une défense pourrie. Tous les matchs, ils finissent 33-27. Tu l'as dit, une mauvaise défense contre la passe. Alors, je suis pas sûr que ce soit la même formalité que Franz l'a décrit. Je vois un match un petit peu plus serré parce que je vois bien un shootout offensif, moi. C'est le seul match qui est dans un dôme. C'est le match que j'ai pas envie de louper dimanche soir, là, 20h pour moi, c'est parfait. J'espère que ça va être une belle performance offensive. Je pense que le match de Baker Week 6 dont tu parlais, il était effectivement assez mauvais, mais il avait aussi raté il y avait un touchdown potentiel de 90 yards pour Mike Evans qui avait été tipped et intercepté et deux trois autres trucs qui étaient allés en faveur des Lions ce jour-là, donc je pense qu'il peut faire mieux. Et si je dis pas de bêtises, je sais plus si Chris Godwin était à 100% au début de la saison ou pas, mais en tout cas il a pas été à 100% toute l'année, ouais. Donc en tout cas, ouais, je pense que l'offense s'est améliorée. Rashad White fait une bonne fin de saison. Donc ouais, je vois bien un match très offensif où ils se rendent un peu coup par coup. Celui-là, c'est un où si quelqu'un prend une avance de 15 points, ça sera loin d'être fini, d'un côté comme de l'autre, contrairement aux 2 matchs précédents.
Et ouais, ce qui est sûr, c'est que globalement, ouais, cette offense des Lions, en plus à domicile, dans le dôme, il doit y avoir un bruit de fou pour la pauvre offense d'en face, essayer de faire des audibles et des trucs comme ça va être ingérable. Mais ouais, pour moi, Lions favori, mais j'espère un beau match très offensif avec beaucoup de points à scorer, avec probablement les Lions qui s'en sortent à la fin. Ouais. Mais pour moi, la clé du match, ça va être si la défense de Tampa Bay arrive à mettre la pression sur Goff. Parce que s'il a pas de pression, il est ultra fort, le mec. Et par contre, quand tu lui fous un peu, quand tu l'envoies un peu off script et que tu lui mets la pression, que tu lui fais 2-3 trucs auxquels il s'attendait pas, là c'est un peu plus dur. Donc c'est le seul moyen de ralentir un petit peu cette offense de Détroit. Si quelqu'un comme Antoine Winfield, le safety, arrive à faire mettre un peu la pression du backfield, enfin ouais, si la défense arrive à mettre la pression sur Goff, à le précipiter un petit peu, ça va être pas mal. Mais sinon ouais, les mecs ils ont tellement d'armes. Tu disais Jameson Williams en rigolant, mais ouais, entre Saint Brown, Sam Laporta, les deux running backs, Goff qui distribue tout ça, Jameson Williams avec un peu de vitesse, même s'il a pas fait grand chose cette année jusqu'à maintenant. On a vu contre les Rams, l'ancien joueur des Rams dont le nom m'échappe, Reynolds, je crois. Ouais, Reynolds. Enfin, tu vois, ils ont vraiment pas mal de gars, et puis surtout, ils ont une ligne offensive super. Mais c'est marrant, t'as parlé de mettre la pression sur Goff, t'as parlé de l'ambiance à domicile, et du coup, je vais lancer Franz là-dessus. Est-ce que l'exploit d'intégrer le top 4 NFL, pour les Lions, cette opportunité où finalement, ils sont globalement la deuxième force en présence de la NFC, est-ce que cette pression pourrait être difficile à gérer pour un groupe qui est encore jeune et qui n'a pas tant de vécu que ça en post-saison? Mais bien évidemment, et j'ai presque envie de dire c'est peut-être le seul argument qui me fait peur et aller à l'encontre de ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est parce que les mecs, ils sont le groupe qui peuvent faire une chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire de la franchise dans l'ère Super Bowl. Gagner 2 matchs de playoff. C'est jamais arrivé dans l'ère Super Bowl aux Lions. C'est incroyable. Et donc, du coup, les médias n'arrêtent pas de rabâcher ça. Et toi, tu fais partie de ce groupe. Et potentiellement, tu as ça sur les épaules, quoi. Et donc, on parlait du bruit qu'il allait y avoir dans le stade et tout. Le public qui va venir, ils viennent voir l'histoire de leur franchise. Ils viennent voir un événement historique. Et ça, la gestion de cette pression, c'est le seul truc qui me fait un peu peur pour les Lions. Quand tu prends un Aidan Hutchinson, qui est un mec de là-bas, le mec il joue pour sa franchise, et il peut marquer l'histoire de sa franchise dès sa deuxième saison. Et d'ailleurs, ça vient un petit peu vers mon facteur X à moi, qui est le pass rush de Détroit, qui est pas forcément aussi bon que la défense contre la course. Et quand tu as ça sur les épaules, c'est super compliqué à gérer. Et ces petits gars-là, il va falloir qu'à Jared Goff, qui lui a l'expérience, qui lui est le patron, qui lui il s'en fout de cette partie-là, et calme un petit peu tout le monde en disant il y a un match à gagner et on va faire ce qu'on sait faire. Parce qu'en plus, vous en avez parlé plus tôt du profil d'équipe pour jouer contre les Niners, mais en cas de victoire, les Lions ressemblent quasiment à ce qu'on peut faire de mieux en matière de kryptonite pour ces Niners. Donc gagner là, ça te donne une vraie opportunité qui met encore plus de pression, mais d'aller jouer un Super Bowl, quoi. S'il y a bien une équipe avant les playoffs que t'as envie de mettre en face des Niners pour voir ce que ça va donner, c'est les Lions, plus que les Cowboys ou les Eagles, je trouve. Ouais, oui. Les Cowboys, ils m'ont quand même vachement déçu. Les Eagles, oui. Je suis d'accord, les Eagles, je les ai toujours trouvés médiocres cette année. Ouais. Les Cowboys, je pensais que Cowboys Niners en finale de conf, ça allait être un truc monstrueux. Les Lions, oui, mais je sais pas, non, je les trouve pas tellement plus forts ils sont plus forts que Green Bay, mais Green Bay, en fait, on oublie un peu, si on sépare la saison en deux, et qu'on regarde juste la deuxième moitié de saison, ce qui est important, parce que on sait qu'en NFL, les choses vont vite. Si on regarde juste la deuxième moitié de saison, je pense pas que les Lions soient meilleurs que Green Bay. Green Bay est tout aussi capable et pour moi, enfin, les deux vont se faire fumer par les Niners à la régulière. Pour moi, les Niners, ils vont au Super Bowl à moins qu'il se passe un truc. Après, s'ils doivent jouer Baltimore ou Bills ou Kansas City en Super Bowl, c'est une autre affaire. Mais là, actuellement,
c'est la conférence, c'est It's theirs to lose. Ouais. Contre Green Bay, Détroit ou Tampa Bay, je suis désolé, chez eux en plus, enfin tu vois. Ils risquent Je d'avoir pense pas que Détroit ait plus de chance. C'est un peu la même chose. C'est une attaque super, une défense un peu moins super, et puis ils doivent jouer contre San Francisco qui est ouf cette année, et voilà. Ils risquent d'avoir des PTSD à chaque sac encaissé par Brock Purdy, à se dire non, il faut qu'on garde le QB jusqu'au bout. C'est qui le backup cette année? Ah bah c'est Darnold. Darnold. Ouais. Enfin, moi je trouve que ça va. J'aime bien Darnold. Ouais, enfin bon, ouais. T'imagines si Darnold joue et gagne le Super Bowl? Arrête. C'est incroyable. Non, Marc. Pardon. Déjà que Baker, il est en divisional round, alors merci. Ouais. Tu me parles de Darnold qui gagne le Super Bowl. Je souffre là. Heureusement que tu vois CMC s'épanouir. Et c'est ça que je veux voir, moi. Je veux que lui, il ait sa bague. Ouais. Eh bien, ce sera peut-être possible, même si en AFC, au-delà des Ravens, il pourrait se frotter à deux autres équipes. Probablement l'affiche la plus excitante sur le papier, les Bills reçoivent les Chiefs. Ils ont un gros historique ces dernières années. Ils se sont affrontés 2 fois sur les 2 ou 3 dernières années. 2 victoires des Chiefs contre les Bills, avec à chaque fois des scénarios assez fous. Ils se sont joués aussi cette saison en semaine 14. Victoire des Bills 20-17 à Kansas City, avec cette fameuse action où Kelsey avait réussi une passe latérale qui avait fini en TD, qui avait été rappelée à cause d'un offside de Kadarius Toney, je crois. Donc vraiment, là, on est sur du gros storytelling à l'américaine entre ces deux équipes. 2 top attaques, 2 top défenses. Elles sont en yards par match. Elles sont toutes les deux dans le top 10 dans les 2 catégories. Donc c'est vraiment un choc entre 2 équipes énormes de l'AFC. Marc, je vais te lancer en premier cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vois un peu comme scénario de match? C'est quoi ton analyse quand tu vois cette affiche? Scénario de match, pour moi, je sais pas trop. Je vais rebondir sur ce que vous direz, mais pour moi, le truc qui me fascine, c'est le premier match de la carrière de Patrick Mahomes à l'extérieur, en playoff. Ça, c'est fou. Il doit jouer aux Bills, qui était pratiquement donné pour mort il y a 2 mois, quand on voyait leur bilan et le calendrier qui leur restait. Au final, ils ont fini sur au moins 5 victoires de suite, peut-être même plus. J'ai pas leur schedule sous les yeux. Donc vraiment l'équipe en forme du moment. 6 victoires de suite. 6 victoires depuis la bye week, ouais. C'est ça, avec des victoires contre des grosses équipes. Ils ont l'avantage du terrain pour la première fois. Aucune des 2 équipes, je pense pas que ce soit la meilleure. C'est clairement pas la meilleure équipe des Chiefs qu'on ait vu les 5 dernières années. Je pense pas que ce soit la meilleure équipe des Bills sur le papier non plus. Mais c'est les Bills à domicile, c'est leur année. Enfin, c'est pour moi. Voilà, ils ont eu des déceptions en 20, en 21, en 22. Il faut qu'ils gagnent cette fois. Il faut qu'ils y aillent, et ils sont chez eux, et il faut qu'ils aillent jouer contre Baltimore ou Houston au prochain round, parce que s'ils perdent maintenant, qu'est-ce que tu fais de cette équipe à un moment donc ouais, moi c'est ça le facteur qui m'intéresse le plus, c'est de voir comment les Bills vont réagir à cette réalité, et comment les Chiefs, comment Mahomes va se comporter à l'extérieur en playoff. On sait que son bilan en playoff est incroyable, mais il a joué tous les matchs chez lui. Donc voilà. Après, en termes de scénario de match, les Bills, très très bonne défense contre les big plays à la passe. On sait côté Chiefs, le problème ça a été les receveurs toute l'année. Rashee Rice qui commence à maintenant vraiment débloquer un peu le truc, mais c'est surtout sur des petites passes courtes avec du yak. Pacheco à la course, etc. Pareil, c'est un match qui va faire super froid, c'est la même histoire. Je pense pas que ça va être un match avec des big plays de chaque côté. Ça va pas être un Lions contre Bucks. Ça va être un match beaucoup plus tactique qui va se jouer sur quelques détails. Le seul truc qui m'inquiète c'est pas le seul truc, parce que pour moi c'est un match très tight, mais un truc qui m'inquiète chez les Bills, c'est j'ai regardé leur liste de blessures l'autre jour, j'ai l'impression que c'est 2 pages au format A4, y compris potentiellement 4 ou 5 de leurs défenseurs starters. Donc ça c'est inquiétant quand tu dois jouer les Chiefs, d'avoir autant de petites blessures et de joueurs qui peuvent pas s'entraîner pendant la semaine. Mais ouais, non, sinon
je peux pas trop te dire le scénario du match. J'ai du mal à imaginer le scénario des deux équipes qui sont très fortes et capables de s'adapter aussi à différentes situations. Donc ouais, pour moi c'est plus intéressant de voir comment Mahomes va faire contre cette défense des Bills et si les Bills vont répondre présent ou s'écrouler mentalement, quoi. Ok, bah même question France, je te passe la main, je te laisse rebondir, compléter. Ouais, tu parlais des blessures, Marc, t'as raison, surtout au milieu de terrain, et on sait qui y a en face. Alors, est-ce qu'il va jouer à son plein niveau, le pépère Taylor Swift boy, ou il va être en déclinaison, en déclin, merci, déclinaison, je sais pas si je peux le parler, en déclin encore. Ça va être hyper intéressant à regarder. Non, mais finalement, les Bills, quand tu regardes les Bills, c'est la pire équipe que pouvait affronter Kansas City là maintenant. Elle est en forme, il y a un running back qui fait une fin de saison monstrueuse, surtout depuis l'arrivée du nouveau coordinateur offensif Joe Brady, qui est James Cook. Or, c'est une bonne défense, Kansas City. C'est certain. T'as dit, tu vois, Jay, au début. Exactement. Tu as dit 2 top attaques. Je suis pas sûr que ce soit 2 top attaques pour le coup. Non, ouais, t'as raison. Excuse-moi, je voulais dire 2 top attaques, un peu dans l'ensemble, dans le coaching, etc. Mais en intro. Mais je parlais statistiquement. Après, je suis d'accord que dans l'impression, c'est pas ce qu'on a vu de plus beau chez les Chiefs. Je voulais rebondir justement. Exactement. Et les Chiefs sont là grâce à leur défense cette année. Tu m'as envoyé le témoin, je le prends. 2 top attaques, pas certains justement. En tout cas, il y a une attaque déséquilibrée chez l'une, plutôt équilibrée chez l'autre. Ce qui est dingue d'ailleurs, parce que c'est quelques années auparavant, on n'arrêtait pas de dire que les Bills, c'était pas équilibré. Oh bah tiens, il y a du running game, dis donc. Ah, ça marche bien. Ah bah si on l'exploitait. Or la petite faiblesse quand même de la défense de Kansas City, c'est contre la course. Donc James Cook est typique le genre de running back qui peut embêter énormément Kansas City. Et après, il va falloir répondre. Et quand tu regardes comment ils peuvent répondre, bah c'est simple, ça va être est-ce que Travis Kelce va jouer au niveau face à ce milieu de terrain un peu décimé des Bills, et est-ce que Rashee Rice est vraiment un receveur numéro 1? Question qu'on se pose depuis des semaines et qui là est face à son vraiment un point d'interrogation gigantesque. Il y a pas répondu pour toi la semaine dernière. Premier match de play-off, grosse prestation. On a vu une fin de saison où ça devenait de plus en plus consistant, avec même un plus gros volume que Kelce. Est-ce qu'il finalement, le numéro 1, on l'a pas? On a une incertitude sur le reste, mais est-ce que le 1, il est pas là? Moi, j'y crois à Rashee Rice. Okay. C'est Travis Kelce qui me fait peur là, mais pour Kansas City. Mais moi, j'y crois en Rashee Rice. C'est un mec que j'aime bien, que j'avais notamment en fantasy drafté beaucoup parce que j'y croyais. Maintenant, si c'est pour que tu mettes ton meilleur cornerback dessus et que tu mettes un safety en watch sur lui aussi, au final derrière, tu te retrouves avec Valdez-Scantling et Kadarius Toney, quoi, et Sky Moore. Ouais. C'est là où Travis Kelce le facteur X du coup. Ouais, c'est ça, c'est Rashee Rice, il a été beaucoup utilisé un peu à la Deebo Samuel, tu vois, avec des yards après catch, sur des petits plays, il s'est rendu dispo, il se démarque, il fait super bien ce qu'on lui demande et ils lui ont donné les clés un peu plus vite que ce qu'ils auraient voulu, je pense, connaissant Kansas City, parce que justement, les autres receveurs qui sont capables de jouer plus deep ont tous les trois été nuls. Et que Kelce vieillit. Donc du coup, pour moi, l'attaque elle est presque un peu unidimensionnelle à Kansas City. C'est-à-dire que le rushing game est excellent, Pacheco est super bon, Rashee Rice aussi. Kelce pas aussi fort qu'avant, pas dominant en tout cas. Et contre les Bills, de toute façon, comme j'ai dit, ils font partie de ces équipes qui donnent pas beaucoup de big play aux attaques adverses. Et donc, je pense que l'offense, elle tourne à peu près à Kansas City parce que la défense est ultra forte. Et que du coup, ça passe, quoi. Mais là... et parce que Mahomes, quand même, un tout petit peu. Et parce que, évidemment. voilà. Non, évidemment. Mais c'est ce que je veux dire. Genre, t'as l'impression qu'ils sont vraiment obligés de galérer de manière méthodique, quoi. C'est pas comme l'offense de Détroit où t'as l'impression que ça peut balancer dans tous les sens et que n'importe qui peut faire un big play. Là,
Là, c'est vraiment, il faut que ça avance de manière très méthodique, grâce au coaching, à des plays super bien dessinés, grâce à Mahomes qui les exécute de manière exceptionnelle, etc. Et alors que les Bills, ils sont super en forme. Josh Allen, il rajoute quasiment 100 yards par. C'est marrant, on parle toujours de Lamar comme étant le running back, le quarterback coureur, etc. Mais je me demande si Josh Allen n'a pas plus de yards à la course cette année que Lamar. Il a 524 yards à la course, Josh Allen. Je peux regarder Lamar rapidement. Ouais. Et donc côté Bills, ouais, je sais pas. Mais pour moi, c'est vrai. Ouais, les deux équipes, pour moi, c'est l'affiche vraiment indécise et qui va être la plus belle à regarder. Pour te relancer, Marc, pendant que Franz cherche notre petite info statistique, est-ce que tu penses que les Bills peuvent avoir un complexe d'infériorité face aux Chiefs avec l'historique? Est-ce que si le match est serré, ça va pas trotter dans la tête? Peut-être, mais ils ont gagné les 2 derniers hors playoff. Donc ils ont joué 6 fois depuis 2020, j'avais vu, ils sont 3-3. Les Chiefs ont gagné en saison régulière 2020 et puis aux Conference Game. Ensuite, en 2021, les Bills avaient gagné assez largement en saison régulière, 38-20. Et ensuite, au Divisional Round, ils auraient dû gagner, mais ils se sont fait baiser par cette histoire de 13 secondes. Ouais. Et ensuite, ils ont gagné en 2022 et en 2023. Donc, au final, si tu regardes sur les 2 dernières années, ils devraient pas avoir de complexe d'infériorité. Alors, si ça leur trotte dans la tête à cause d'une histoire de 13 secondes à la con sur un match de playoff, ça revient à ce que je disais au début. Oui. Ils peuvent pas, ils gagneront pas. Si ça leur trotte dans la tête, ils gagneront pas. Pour moi, ils sont supérieurs cette année. Légèrement, très peu. Kansas City à l'expérience, c'est toujours difficile de sortir les mecs qui sont là. C'est comme à l'époque, on devait sortir les Pats. On se disait, putain, les Pats, ils sont pas ouf. Et pourtant, les Pats gagnaient. Mais donc là, c'est pareil avec Kansas City. Mais si t'arrives pas à sortir Kansas City version 2023, tu pourras jamais gagner un Super Bowl. Essaye déjà d'aller sortir Baltimore version 2023. Mais c'est pas Kansas City l'épouvantail de l'AFC cette année. Donc s'ils n'y arrivent pas à domicile, parce qu'ils sont en train de se dire putain on a perdu les 2 derniers, non, c'est qu'ils méritent pas de gagner. Pour moi, ils doivent au contraire se dire putain on a gagné 3 des 4 derniers, et le seul qu'on a perdu c'était sur un truc à la con. On les tient, c'est maintenant, c'est notre année, tu vois. On ira jouer à Baltimore. Je suis assez d'accord. C'est parfaitement résumé. Il y a 300 yards de différence à la course quand même entre Josh Allen et Lamar Jackson. Bon, fair enough. fair enough. Et un peu plus d'agilité aussi. Vous avez vu cette histoire de soi-disant fake slide ou pas fake slide contre Pittsburgh? Ouais, on en a pas mal parlé. Du coup, qu'est-ce que vous en pensez? moi, je trouve que c'est hyper compliqué parce que je pense que il part dans sa tête, je sais même pas s'il est sûr de ce qu'il fait. Il se dit, est-ce que je fake slide ou est-ce que au final il vient pas vers moi, je fais une feinte de corps, c'est le genre. Moi je pense pas qu'il veut fake slide. Je pense que soit comme tu dis, il sait pas trop ce qu'il fait, il se dit je vais slide et puis après il a changé d'avis lui-même, mais à aucun moment il s'est dit volontairement je vais fake slide. C'est ça la différence pour moi. Je suis assez d'accord avec ça. Et je pense qu'au contraire, il a dû se dire tiens, je slide, ah bah non, il y a une ouverture, tiens, j'y vais. Et puis Josh Allen, c'est un physique, c'est pas un danseur. Je pense que c'est même pas un slide. Non, je pense pas qu'il voulait slide, je pense qu'il veut changer un peu de direction. Il voulait mettre l'épaule même. Non, moi je pense qu'il allait s'arrêter. Il s'est dit je vais me faire plaquer, je mets l'épaule. Ouais. Parce que tu vois, il se tourne et il met l'épaule droite devant et après il repart. Et comme lui, après, il est un peu... je suis d'accord et je suis pas. Moi, j'ai jamais joué à ces sports-là, donc je sais pas comment tu fais pour plaquer ni au rugby ni au foot américain. Donc mais j'essaye de me mettre à la place des défenseurs et franchement, il y a plein de fois où je me dis putain, mais comment ils sont censés faire ça? Parce que si jamais ils touchent le gars, alors que soi-disant c'était un slide ou qu'il a fait. L'autre truc qui m'énerve, c'est quand tu fais une passe et une fraction de seconde après tu le touches et bim, flag, ah non, roughing the pass, tu es là, attends, mais laissez-lui, il est dans son élan. Ok, je veux bien que tu le défonces pas volontairement, mais si tu montres, tu vois. Et là c'est pareil, les gars ils ont tellement peur de se faire flaguer 15 yards, putain t'es trop con, pourquoi tu l'as taclé, machin, parce qu'à chaque fois ils se font insulter en plus. Et là il se dit bon bah ok, Josh Allen il a le first down, il va tomber, je me prépare juste pour le toucher au sol machin, et en fait il s'est fait baiser comme une merde parce que l'autre il avait aucune intention de s'arrêter, comme tu dis il voulait rentrer dedans, et en fait il s'est dit bah en fait je peux continuer. Donc j'ai un peu de la peine pour les défenseurs.
t'as face à la star en plus. Ouais, bah c'est ça. Tu sais très bien que si jamais il slide et que tu lui tombes dessus, il y a baston et flag dans tous les sens. Ouais. Et donc, les plaquages, il y en a quand même beaucoup des plaquages absolument horribles en NFL. Ils savent pas plaquer les mecs. Hein. Ouais. Mais c'est ça, c'est un combat. Moi, j'ai fait très peu de rugby, mais c'est un sport que voilà, j'ai quand même eu l'occasion de tester. Au bout d'un moment, si en NFL les défenseurs savaient réaliser techniquement un plaquage et que l'équivalent de leur plaquage c'était pas tête ou épaule en avant au niveau du casque, pas obligé de lancer des flags. Mais oui, en fait, ce serait tellement. Si un mec venait au niveau des hanches, attraper les jambes, emmener au sol tranquillement, comme ils le font, on serait même pas là à discuter de les quarterbacks qui sont protégés. Ce serait même pas dangereux pour eux, sauf allez. Bien sûr, il y aurait ces quelques exceptions où t'as un genou parce que le crampon reste dans le sol qui se retourne. Non, mais je veux dire ça arrive déjà là actuellement, donc c'est hyper compliqué. Je ne comprends pas que la réflexion elle soit pas là-dessus, quoi. Ça fait des années que je dis à mon frère là, la Packers, que moi, à chaque début de saison, on avait les camps, des camps de plaquage obligatoires, quel que soit ton niveau, parce que les fondamentaux de plaquage, ça se revoit chaque année. Ouais. Et là, on voit des trucs où ils mettent l'épaule en avant juste pour mettre l'épaule en avant et faire un choc. Mais ils apprennent pas. Ils apprennent pas. Et c'est ça qui me tue. Moi, j'ai vu quand j'habitais Boston, il y avait les petits jeunes qui s'entraînaient à côté. Ils devaient avoir 5-6 ans, les mecs, peut-être 7. Allez, 8. Mais pas plus. Et je voyais ils passaient leur journée à faire des drills où ils se mettaient face à face et tu plaquais pas le gars, tu le démontais, quoi. Comment hockey sur glace. Alors que le plaquage, c'est de la technique, c'est que la technique. T'essayes de le faire taper avec l'épaule, de le faire sauter en face feet, et c'est ça, tu vois, tu t'entraînes à prendre des chocs, pas à plaquer. Et après, t'es James Bradbury et tu te fais trouer à la télé devant la planète entière et tu sors des playoffs parce que t'es incapable d'attraper un mec au niveau des hanches ou des jambes pour l'arrêter, quoi. Et on apprend, hein, les chevilles d'abord, hein. Les hanches ensuite, mais d'abord les chevilles. Pour faire tomber un gars, le centre de gravité, hein, il est quand même plus haut que les chevilles, donc si tu veux le faire tomber, faut prendre en bas. Hein. Bref. Allez, on a terminé sur cette petite digression, messieurs. Nous arrivons au bout de l'épisode et bien évidemment, je vais vous demander un prono sur les matchs. Je vais vous demander vainqueur plus une estimation de l'écart. Voilà, je vais pas vous demander un score exact, mais petite estimation de l'écart, histoire qu'on voit un peu si on est sur du match serré ou non. Donc, on reprend Ravens, Texans. Marc, ton prono et ton écart. Ravens par 8. Ok, France. Ravens 17. Ok, ouais, je vais me mettre au milieu de vous, hein. Ça va être Ravens 12. Ouais, je pense que les Ravens vont gagner. Je vois bien un petit démarrage un peu lent, mais comme tu l'as si bien dit, Marc, je pense qu'ils sont au-dessus et qu'il y aura pas de quoi paniquer. Niners, Packers. Cette fois, je commence avec toi, France. Niners. Niners et 9. Ok. Ouais. Marc. Moi, cette fois, Niners, mais par au moins 13 ou 14. C'est bien avec Marc. Au moins, tu vois, t'as deux personnes qui sont pas tout le temps d'accord. Ouais. C'est quand même agréable. Non, bah, je vais encore être d'accord avec vous. Je vais dire Niners par plus de 20 points. Ok. Parce que ça a porté chance aux Packers au premier tour, ouais, donc voilà. Allez, on arrive sur les deux affiches où peut-être un peu plus dur à pronostiquer ou en tout cas peut-être un peu plus de suspense. Lions Buccaneers, Marc. Lions Buccaneers. Je veux dire Lions, mais Lions de 1 point. Ok. Wow. Lions 13. Ok. Je vais dire Bucks par moins d'un TD d'écart. La pression qui s'abat sur les Lions. Et pareil, je les avais donné perdants face aux Rams, donc 9 chances sur 10 que ça se passe bien pour eux. Et on termine avec le Bills Chiefs.
Et France, vas-y, comme ça, je prends tout mon temps pour réfléchir. Bills 5. Ok, Marc. Bills 3. Ok. Chiefs 7. Voilà. Le champion qui ne meurt jamais. On va aller là-dessus. J'ai été particulièrement minable sur le premier tour. Hein, quand même, Ouais, moi aussi. Je tiens à le dire, vraiment les Cowboys, je l'avais pas vu venir du tout. Messieurs, nous en avons terminé avec cet épisode. Déjà, un grand merci à vous de vous être rendus disponibles. C'est très agréable de faire ça à plusieurs, puisque d'habitude soit je suis seul en live, soit je suis avec Alex. Donc là, c'était vraiment sympa. Je vous laisse un peu le champ libre si vous avez un petit mot à rajouter, une petite promo, un petit coucou. Non, rien de spécial. Non, profitons. Ouais, éventuellement, je veux rien liquer, vous avez peut-être rien programmé fixé. Quand est-ce qu'on retrouve un épisode des Ballers? Une estimation? Deuxième moitié de janvier. Donc ça arrive vite quand même. Ouais, non, mais là c'est plus faut voir par rapport à l'intersaison. Mais pour de vrai, début février, on va parler des agents libres potentiels et faire des petits pronostics sur où on les voit, quel joueur on voit bouger, quel impact en fantasy, tout ça. Ça c'est sûr. Entre les c'est dans les 2 semaines qui lead vers le Super Bowl, on fera ça. Ok. Ça tombe bien pendant le Pro Bowl dont tout le monde se fout. Donc. Exactement. En tout cas, pour nos auditeurs qui ne vous suivraient pas encore, @FantasyBallersF sur Twitter. Si vous ne jouez pas encore en fantasy, franchement, faites-le. Jouez, et même si vous avez peur, que vous y connaissez rien, le contenu proposé par Fantasy Ballers est vraiment top pour s'y mettre. Vous aurez toutes les clés pour attaquer la prochaine saison. Vous n'avez pas besoin de faire 18 ligues en même temps. Hein. Vous pouvez commencer par une assez classique. Ça se passera très bien, communauté très très bienveillante, et ça ajoute un peu de fun et de piment pendant les matchs de saison régulière. Et j'ai un dernier message, j'ai oublié. Voilà, magnifique. Joyeux anniversaire à France. Merci beaucoup. Oh là là, j'étais même pas au courant. Joyeux anniversaire, très content de t'avoir invité du coup. Merci, ouais, merci. Mais 26 ans, oh là là. Ouais. Non. Merci. Tu ressembles de plus en courant. plus à Don Corleone et en haut. Ouais, c'est ça. J'en ai pas encore le pouvoir, mais bon, il veille sur moi, C'est gentil, merci. Sache qu'on avait eu énormément d'excellents retours de ton passage dans la Game Zone, où tout le monde avait trouvé ta tenue magnifiquement classe. J'en profite vu qu'il y a le parallèle Don Corleone. C'est cool. Il y en avait pas mal qui avaient pas compris le chapeau par rapport à Cam Newton, mais c'est normal. Après, il faut avoir la mémoire, mais sinon, ouais, j'ai passé un super moment. La Game Zone, c'est vraiment une autre tuerie. Mais de toute façon, c'est bien pour ça qu'on fait un déchiffré des version Cam Newton. Personne ne comprend ni Cam Newton ni les refs qui sont avec lui, donc. Arrête, c'est mon futur président. C'est peut-être le futur président des Panthers. Il a porté candidature en tout cas. Ah là là. En tout cas, ouais, avenir des Panthers, t'inquiète pas, on va en parler pendant l'intersaison. Nous, on va se retrouver, j'ai pas envie de vous donner de date ou de jour, parce que honnêtement, vous le voyez en ce moment, on n'en sait rien. Ce qui est sûr, c'est qu'on fera un rewind du Divisional Round. Est-ce que ce sera lundi, mardi, mercredi, peut-être jeudi, encore à définir. Pour être sûr de ne pas rater l'épisode, du coup, activez la cloche un peu partout, que vous soyez sur YouTube, sur les plateformes d'écoute, pour ne pas rater les tweets @ le front office sur Twitter. En attendant, je vais vous souhaiter déjà un bon week-end à vous, messieurs, un bon week-end à tous les auditeurs, et vive le football. Vive le foot. Merci. Ciao. Ciao.